Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bah voilà, troisième, n'importe quoi, quatrième épisode, ça commence bien. Sur cette série d'illustrations qui m'a permis de faire mon livre. Donc là, on est sur le Dissem Boobs Butts. Alors, je vais t'expliquer un petit peu l'idée saugrenue derrière ce nom très étrange. C'est juste qu'en fait, en décembre, il y avait le Dissem Boobs, donc dessiné concrètement des paires de seins en décembre, que j'avais fait une année, qui était bien sympathique à faire, on va pas se mentir. Après, moi, alors oui, il y a un côté sexy et tout ça, certes, que t'oublies bien vite hein, quand tu fais du dessin. N'importe qui a fait du modèle vivant va vite comprendre de quoi je parle. T'as beau trouver des paires de seins jolies et tout ça, puis le décor, avoir quelque chose de très sexy, de très sensoriel dans le corps que tu es en train de dessiner, bien vite tu vas te retrouver à le voir comme un objet au bout d'un moment, parce que ce qui est important c'est de donner une interprétation, de le dessiner, et pas juste en fait d'être excité en le regardant. Hein. Parce que bon, c'est pas trop l'intérêt du truc. Si c'est juste pour regarder le truc et baver, ça sert pas à grand chose, faut en donner une interprétation, faut le dessiner. Donc voilà. Et d'ailleurs, peu importe que ce soit homme ou femme, le corps est... Enfin, moi j'aime beaucoup dessiner les corps, j'aime beaucoup dessiner les visages et les bustes principalement. Je fais pas énormément non plus de corps entier, mais j'aime bien, ouais, j'aime bien de manière générale dessiner des corps plus que des paysages. Ça, je t'en parlerai dans le prochain épisode, parce que j'ai déjà la vidéo du prochain épisode qui va justement porter sur tout ce qui est paysage, parce que j'ai eu une petite révélation qui va certainement te sembler toute bête, mais bon, moi qui a pas mal changé la donne de mon côté, en fait juste un processus de dessin que j'avais jamais testé, que j'ai testé et qui me plaît vraiment. Bref, je t'en parlerai plus tard. On revient un peu en arrière, donc Dissem Boobs Butts, donc dessiner concrètement des paires de seins en décembre, ce qui peut paraître en effet voilà, un peu sexiste, qui est un peu sexiste quand même quand tu y réfléchis 2 minutes, même si tu progresses en dessin et qu'il faut dessiner tout. Et là du coup, pour suivre toujours ma thématique qui a démarré avec Inktober, donc l'idée c'était de dessiner donc des décolletés concrètement qui rappellent des films, des scènes de films, et surtout je voulais faire un truc un peu paritaire quoi, un peu ça se dit paritaire, je sais même pas, on va dire que oui. Et je voulais faire un truc un peu hommes et femmes hein, concrètement. Et donc j'ai choisi aussi des scènes de films que moi en tant qu'homme je trouvais sexy, je trouvais que l'homme était mis en valeur, était beau, donnait envie, tout ça. Et puis bien sûr j'ai posé quelques questions à ma communauté, à certaines personnes pour de sexe féminin hein, concrètement, pour savoir un petit peu s'ils avaient comme ça une idée de film qui venait directement quand je leur disais et donc quand je leur parlais voilà, de ce que je voulais faire. Et donc la plupart du temps, il s'est avéré que le pendant masculin du décolleté est le cul des mecs, en fait. Donc, ce qui est logique, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, c'est vrai que bon... donc voilà, et donc on est parti là-dessus, donc du coup j'ai essayé de trouver des scènes où on a ce genre de détails, et puis voilà, après je suis pas parti non plus que là-dessus, j'ai essayé de choper des scènes de films où on voit un petit peu de tout, mais voilà, qui rappelle quelque chose d'un peu sexy, qui donnait envie, voilà, qui a amené un petit peu d'érotisme dans la scène, sans forcément que ce soit voulu d'ailleurs, mais voilà, ou des fois clairement voulu, histoire d'attirer l'œil. Mais voilà, encore une fois, pas très clair tout ça, bref. Du coup, voilà, comme d'habitude, je me suis bien éclaté à faire cette série-là. Elle a un peu moins bien fonctionné, clairement, que la série d'Inktober et de Novembot, mais je suis quand même content de l'avoir faite. Et je trouve qu'elle apporte un petit peu quelque chose, quoi, même s'il y a certaines scènes, j'allais dire que j'ai foiré, je sais pas trop, il y en a certaines scènes que je trouve, je les ai moins bien réalisées que les précédentes dans Novembots et Inktober. Je vais y arriver. Et puis bon, c'est pas une excuse, mais j'avais aussi le Ulule à gérer un petit peu en même temps, donc du coup j'essayais de me donner toujours le même temps pour dessiner, mais c'était quand même un petit peu plus tendu et j'avais d'autres choses en tête, j'étais pas complètement attentif complètement à ce que je faisais en fait. Je m'en suis un peu rendu compte.
Mais bon, voilà, quoi, ça m'a pas empêché de bien me marrer à le faire, de bien m'amuser, de prendre énormément de plaisir à dessiner toutes ces scènes-là. Et du coup, c'est avec cette série que j'ai pu finaliser les illustrations de mon livre, qui, en ce jour, devrait arriver incessamment sous peu, qui devrait normalement m'être livré le 6 mars. Donc pour ceux qui ont suivi le Ulule et tout ça, qui m'écoutent, hein, je réitère mes plates excuses pour le retard. J'allais dire, pour le coup, j'y suis pour rien. Bah non, en vrai j'y suis pour rien, c'est tout. C'est avec la période un petit peu compliquée qu'on vit, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. En temps normal, j'avais calculé par rapport aux anciens projets, j'aurais dû tout recevoir maximum fin janvier. Mais là, entre l'arrivée du BAT forcément qui a pris du temps, avec les délais de livraison, et les délais de production là qui sont augmentés avec cette période. Alors peut-être qu'ils ont moins de personnes pour... ils bossent en équipe réduite, je sais pas, j'ai pas posé plus de questions que ça. Moi, le principal, c'est que mes 2 bouquins soient faits, et voilà, s'il faut ce temps-là pour qu'ils soient bien faits, bah, en tout cas pour moi, il faudra ce temps-là. Donc désolé du temps. Mais voilà, comme je l'avais dit, je vais rattraper un peu le truc, et je vais vous mettre des petits cadeaux en plus dans les lots Ulule. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, série d'illustrations qui m'a permis de terminer le livre. Donc j'ai terminé quasiment fin décembre. J'en avais fait quelques-uns d'avance quand même, histoire de pas me retrouver un peu dans la panade si jamais je me rendais compte que j'avais trop de choses à faire niveau Ulule. Donc je tournais à peu près à 2-3 d'avance quand même. Donc ça va, j'ai quand même terminé relativement tôt. Et puis j'ai bien fait, parce que j'ai eu pas mal de boulot quand même avec le Ulule, pas mal de choses à faire. Et puis on arrivait au niveau des fêtes, fin décembre, tout ça, donc c'était un peu plus le temps de se retrouver en famille que de bosser. Donc voilà quoi, j'ai pu faire les choses vraiment comme je voulais les faire, et puis me donner du temps un petit peu pour tout, pour le dessin, l'illustration, pour le financement participatif, et puis pour être avec ma famille. Et tout ça, donc c'était bonne période, c'était cool. Pas de projet mené dans la souffrance ou, ou quoi que ce soit, c'était très agréable à réaliser. Et puis voilà quoi, le Ulule qui a été jusqu'au bout, on a dépassé les 100%, 150%, ça m'a permis de sortir un autre bouquin en même temps, donc super. Bon, franchement, ça m'a redonné foi, j'allais dire foi en l'humanité, pas du tout, mais voilà, foi un peu en tout, avec cette période qui était un petit peu compliquée, avec le fait je l'ai déjà dit, mais le fait qu'on n'ait plus de festival, qu'on soit un petit peu les laissés pour compte, hein, d'un point de vue culturel. C'est ce qui tourne un petit peu en ce moment, même si bon, bah c'est tout quoi, faut jouer avec les cartes qu'on a, et puis c'est comme ça. J'imagine que c'était pas voulu dès le départ, personne ne s'est dit on va laisser les choses dégénérer et tout ça, et puis comme ça, la culture en France va tourner au ralenti, et puis ce sera très bien. Non, je pense que c'est compliqué pour tout le monde, que c'est chiant pour tout le monde, actif dans ce milieu-là comme spectateur, consommateur, tout ça, ça doit être compliqué, parce que bon, moi je le ressens de mon côté, quoi, le fait de plus pouvoir aller dans des musées, depuis pouvoir aller au cinéma, depuis avoir accès à tout ça, c'est quand même une période un peu triste, un peu chiante. Petite anecdote un peu perso, j'en profite en même temps. Il y a pas longtemps, on regardait des photos avec mon épouse et tout ça, et on est retombé sur des photos où on allait dans des parcs avec nos enfants et tout ça, et putain, j'ai eu un vieux retour, comme si ça faisait 15 ans quoi qu'on n'avait pas fait ça, et c'était assez perturbant comme comme sentiment, et pas bien perturbant quoi, pas voilà, je me disais putain merde, j'ai l'impression que voilà, ça y est, maintenant on est habitué à ce mode de vie, et donc on va devoir le subir, et ça va être comme ça, et puis voilà. Donc je suppose que oui, bah, moi je fais partie de ceux qui pensent que bah il va falloir apprendre quand même à vivre avec ça, avec le virus, tout ça, mais avec le vaccin, les variants qui arrivent, enfin j'en sais rien en fait, j'en sais rien du tout, mais j'essaie d'imaginer la pire situation, et je me dis bon bah voilà, maintenant ça c'est notre norme, c'est notre normalité, je sais pas si ça se dit non plus, mais bref, et bah va falloir s'habituer quoi, va falloir vivre de cette manière-là. Et puis c'est tout, hein. Et puis bah comme d'habitude, on va se démerder, on va s'adapter, on va jouer avec ces cartes-là, et même si la période est difficile, on va s'en sortir. On s'adapte, c'est ce qui fait qu'on a survécu jusque-là. Bon, ce qui est un peu triste, c'est que là, on est en train de s'adapter à nos propres conneries. On peut même pas
On peut même pas parler j'allais dire de tsunami, même si le tsunami, généralement, quand tu regardes bien, bah, tu te rends compte que c'est quand même l'homme qui l'a amené, enfin bref. On va pas rentrer dans ces débats-là, hein, vous voyez un peu où je veux en venir et tout ça, donc c'est tout, c'est comme ça, on joue avec les cartes qu'on a. Et puis ça se mobilise un peu, quoi. Il y a pas mal de gens, voilà, enfin bref, bah, tout simplement le Ulule, quoi. Moi, le Ulule m'a fait comprendre qu'il y avait des gens qui étaient vraiment motivés pour que la culture reprenne, même si bon c'est un grand mot, je me considère pas non plus comme un produit culturel ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression un petit peu de participer tout de même à ça. Et bref, enfin moi ça m'a vraiment fait plaisir de me rendre compte que le Ulule a fonctionné, que les gens étaient là. On m'a dit, hein, certaines personnes m'ont dit, mais t'es taré de lancer un Ulule en cette période-là, les gens ont pas de sous, ça va pas le faire, ça va pas, t'iras pas jusqu'au bout. Je fais, bah c'est tout, si c'est pas la bonne période, c'est pas la bonne période, ou si mon projet n'intéresse pas, il n'intéresse pas, mais moi je peux pas rester dans l'inaction non plus, d'un point de vue personnel. Moi le dessin, l'illustration, c'est quelque chose qui me touche vraiment personnellement, au-delà d'un métier, même d'une passion, c'est quelque chose qui me travaille au quotidien, quoi. J'ai besoin de dessiner tous les jours, j'ai besoin de produire tous les jours, j'ai besoin de me dire que j'ai avancé sur des trucs tous les jours. C'est pas juste dans l'idée d'être productif, c'est que j'ai vraiment tout un coin de ma tête qui est réservé au dessin, à l'illustration, et qui me fait du bien, quoi. Il y a un côté, je sais pas comment expliquer, un peu comme du sucre, quoi. Ça me fait du bien, de produire des dessins, et puis ça me fait du bien, bien sûr, quand des gens s'intéressent à ce que je fais. Donc encore une fois, un énorme merci à vous pour on va dire clairement, hein, pour votre argent, pour votre temps, pour voilà quoi, pour tout ce que vous me donnez, ça fait super plaisir, et moi ça m'a bien boosté le moral pour début 2021, même si on ne se voit plus, même si c'est compliqué. Voilà quoi, ça m'a fait me dire que voilà quoi, que tout cela n'est pas mort. Ce truc un peu dramatique et tout ça. Ah, non mais voilà que vous étiez toujours là, que c'est pas parce qu'on se voit pas physiquement qu'on pense pas l'un à l'autre, un peu dans l'idée. Et non, c'est cool, quoi. C'est cool de voir qu'il y a des gens derrière soi. Enfin voilà, quoi. Vous voyez un petit peu de ce que je me galère à dire, mais voilà. Bref, merci énormément pour votre soutien, que ce soit en cette période un peu compliquée ou en toute période, hein, tout simplement. C'est un truc, j'ai l'impression qu'on oublie de dire, pour revenir un petit peu au festival de l'épisode précédent. Quand je discute avec des dessinateurs, des auteurs, des fois ils sont... Enfin, il y en a qui ont... Voilà, je discute avec des dessinateurs des auteurs qui ont de la bouteille, qui sont là depuis longtemps, et qui ont quand ils arrivent en festival, ils sont blindés, quoi. Ils sont blindés de dédicaces. Et je sais bien, hein, je me rends compte que c'est du boulot, que c'est du taf, que moi, j'en fais pas tout le temps, mais j'ai eu des journées de festival où j'ai pas levé la tête de la journée, et en effet, t'es épuisé. Mais j'ai toujours été hyper content, c'est hyper valorisant, et ça fait super plaisir de voir que des gens s'intéressent à ton travail et qui sont prêts à attendre pour avoir un dessin de toi, qui sont prêts... Bah voilà, quoi, moi j'ai vu un peu le miroir, parce que moi j'ai été dans ces situations-là, à attendre pour un dessinateur que j'aimais beaucoup et tout ça. Et des fois je discute avec des dessinateurs qui sont un peu blasés, quoi, qui sont un peu... Donc je pense que là, cela dit, aujourd'hui, si les festivals reprennent, ils vont être tous... ils vont être tous super, super heureux de reprendre le truc. Mais voilà, on mange ensemble au midi pendant les festivals, et puis il y en a qui disent putain, j'en ai marre, voilà, genre trop de monde, trop de boulot et tout ça. Je fais ouais, je comprends bien, mais bon, c'est cool, c'est quand même super cool, quoi, d'avoir. Faut pas oublier ça, quoi. C'est le festival, c'est quand même le seul moment où t'as un rapport direct avec ton public, donc même si tu peux avoir, ça peut arriver, hein, moi j'ai déjà eu des gens qui étaient pas super agréables non plus avec moi et tout ça. Mais c'est quand même rarissime, et il faut prendre conscience de toutes ces personnes qui sont là pour toi, qui attendent, qui je sais pas comment l'expliquer, mais pour qui c'est un bien, c'est vraiment putain, j'ai du mal. C'est une belle émotion, c'est un bon sentiment que d'avoir un livre dédicacé, et moi ça je le comprends tout à fait, parce que j'ai été dans cette situation-là, et je le suis toujours d'ailleurs. Quand il y a un auteur, un dessinateur que j'aime bien et que je rencontre et qui me fait une dédicace, j'ai l'impression d'avoir un vrai lien avec lui, et alors pas un lien intime non plus, hein, faut pas exagérer, mais un vrai lien, un vrai truc.
qui va me faire du bien dans les moments où je suis un petit peu triste, un peu voilà, où on a la période de doute, bref, on a tous des moments un peu compliqués, bah tu refeuillettes ton truc, tu dis ah putain ouais c'est cool, j'avais rencontré cette personne-là, c'était un bon souvenir, c'est cool. Comme quand tu revois des photos de proches, voilà, tu te rappelles de bons moments, tout ça c'est cool. Donc bref, faut pas oublier ça. C'est pas du tout une leçon de morale ou quoi que ce soit hein, dans l'idée, mais du coup à chaque fois je me dis ah c'est dommage quoi, c'est dommage d'oublier que le plaisir que c'est d'être en festival quand même quoi. Même si moi j'ai jamais connu les conditions de festival un peu extrêmes d'Angoulême et tout ça où en effet on m'a raconté voilà ce que je disais dans l'épisode précédent, le côté un petit peu vache à lait de certains dessinateurs où voilà on file un ticket, on file aux gens, genre des tickets de tombola, des trucs comme ça, et puis ils sont tirés au sort, et comme ça ils peuvent aller voir leur auteur, et généralement c'est même plus des chasseurs de dédicaces qu'autre chose qui sont là, et du coup, bon, niveau relation avec le public, c'est pas hyper terrible, j'avoue. Donc il y a aussi ce truc-là pour contrebalancer. Mais c'est quand même hyper cool d'avoir des gens qui sont là, qui t'achètent ton taf, quoi, et qui valorisent, voilà, qui font pas juste acheter, quoi, qui te parlent de ce que t'as fait, de ce que ça leur a apporté. Enfin bref, bon, hein, arrêtez au bout d'un moment, vous avez bien compris où je voulais en venir. Et d'ailleurs, en parlant de festival, je me suis rendu compte que j'avais un mea culpa, j'avais oublié de parler d'un grand festival du Nord dont j'ai oublié de parler, hein, tout simplement, désolé, je pense à autre chose en même temps. Qui est le Lille Comics Festival, et pourquoi je mea culpa, parce que moi ça a été un super festival pour moi, plein de bons festivals, le Lille Comics Festival, que ce soit en tant que spectateur qu'en tant que dessinateur, ça a été c'est très plaisant. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, en fait c'est le Lille Comics Festival, c'est comme beaucoup de festivals en France, mais dans le Nord il n'y a que celui-là principalement. Enfin bref, c'est un festival comics, donc qui fait venir en majeure partie quand même des dessinateurs de comics, donc des dessinateurs américains, italiens maintenant beaucoup, espagnols et anglais beaucoup aussi. Et du coup là c'est un vrai plaisir quand même en tout cas en tant que lecteur de comics, hein, pour ceux qui se retrouvent là-dedans, parce qu'on a l'occasion de rencontrer des gens qu'on pourrait difficilement croiser autrement, donc moi j'ai déjà pu rencontrer Dustin Nguyen, Don Rosa, Romano Molinar, Yannick Paquette, bref, puis tout me revient pas en tête là, mais plein du beau monde, quoi, du beau monde, et puis de pouvoir parler un petit peu avec eux, encore une fois, ça fait super plaisir. Et juste, ouais, pour faire une petite aparté, là, pour le coup, c'est des fois problématique parce qu'en fait, la convention, les conventions comics ne fonctionnent pas du tout comme les festivals BD franco-belges. Festival BD, 1, 2, 3, on recommence. Festival BD franco-belge, généralement, t'arrives avec ta BD, soit que tu as acheté chez un libraire. Généralement, de plus en plus maintenant, les festivals BD essayent de faire en sorte de faire fonctionner les libraires, donc il faut que tu achètes une BD sur place. Enfin, les gros festivals fonctionnent comme ça, bref. Mais sinon, tu peux quand même arriver avec ta BD, tu te présentes devant l'auteur, et puis tu peux discuter avec lui, et il te fait une petite dédicace. Généralement, ça fonctionne comme ça. Gratuitement. Festival convention comics, pas du tout, en fait. La signature est gratuite, mais la plupart du temps, le dessin est payant. Parce que, alors, de ce que j'ai compris, hein, vous me direz si je dis des bêtises ou pas, mais la plupart des conventions comics, surtout aux États-Unis, en Angleterre et tout ça, les artistes payent leur stand. Les artistes payent vraiment leur stand, donc il faut qu'ils rentrent dans leurs frais. Donc pour rentrer dans leurs frais, forcément, ils vendent leur taf, quoi. Ils vendent leurs illustrations. Donc la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des commandes d'illustrations avant le festival, et voilà quoi, et après tu viens les chercher en festival, et comme ça tu peux un peu discuter avec eux. Après tu peux faire des commandes d'illustration pendant le festival, mais du coup voilà, là, pour des auteurs connus, même s'ils sont pas trop connus, ils sont vite blindés, parce que les habitués de conventions comics et tout ça viennent pour ça. Ils viennent et ils disent bah voilà, je voudrais, donc généralement chaque dessinateur a son panneau avec le prix pour un portrait, le prix pour un buste, le prix pour un full figure, donc un personnage complet. Et du coup voilà, tu viens et tu choisis ça, et c'est un truc, voilà, ça se fait comme ça, quoi. C'est une fois que t'as compris le principe, bah tu dis bah ouais, moi j'ai acheté pas mal de dessins comme ça
à des dessinateurs, auteurs de comics et tout ça. Et ils font enfin la plupart, moi j'ai jamais été déçu, ils font du super taf, t'as pas un truc fait à l'arrache et tout ça, les mecs ils prennent vraiment du temps, parce que bon, t'as payé quoi quand même, donc, donc voilà. Ça veut pas dire que les dessinateurs et auteurs franco-belges ne prennent pas du temps pour leur dédicace BD, pas du tout. Mais du coup voilà, le fait est que ça se passe comme ça. Et du coup je te disais ça pourquoi? Parce que oui, des fois il y a des petits couacs, parce que quand t'es pas un habitué de festival comics et tout ça, bah tu viens avec ton comics en te disant il va me faire un petit dessin ou quelque chose comme ça, parce que tu te dis bon bah ça va quoi, c'est le principe quoi, c'est l'idée, nous on est habitués à ça. Et sauf que voilà, la plupart du temps les auteurs comics et tout ça qui arrivent en France disent bah non, nous il faut payer quoi, parce que bon voilà, parce que c'est comme ça qu'ils rentrent dans leurs frais. Alors même si je pense que pour les festivals en France et tout ça, ils sont invités, parce que nous on a encore cette logique là. Mais eux, pour le coup, et puis c'est valable dans tous les cas pour tous les dessinateurs, mais eux, ils fonctionnent vraiment comme ça, dans l'idée que c'est des journées de travail perdues, en fait, pour eux. Même s'ils sont nourris, logés, ça après, je suis pas sûr. Hein. Je sais qu'ils sont nourris, logés, parce que j'ai été dans des festivals comme ça, donc je sais, mais je sais pas s'ils sont payés en plus, je pense pas. Je pense pas qu'ils soient payés en plus de leur truc. Mais du coup, voilà, ils se payent forcément en vendant des trucs pendant le festival. Ce qui est concrètement mon cas aussi. Hein. Moi, je ramène mes bouquins, je vends mes bouquins à compte d'auteur et je fonctionne la plupart du temps comme ça. Mais je vais pas payer la dédicace, quoi. Je vais pas sur un bouquin que la personne a acheté, je vais pas lui faire payer la dédicace, mais c'est ma façon de fonctionner. Moi, j'aime bien ce principe-là, et c'est pas du tout une critique par rapport au monde du comics ou quoi que ce soit. Mais du coup, voilà, ça fait des couacs, je vais y arriver, ça fait des couacs parce que certains, le public vient et genre, il a fait 5 heures de queue et puis, ah bah non, il n'y a pas de dessin. Bon, c'est tout, il n'y a pas de dessin. Au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est quoi le plus important? C'est que tu aies pu voir la personne que tu admires, ou c'est que tu aies un dessin d'elle? Au final, voilà quoi, moi je sais qu'il y a des personnes, si je savais très bien que j'allais pas avoir de dessin, c'est tout, on s'en fout quoi, parce que c'était quand même cool de pouvoir discuter avec la personne et tout ça, et c'est ça le plus important. Du coup, ce qu'ils ont essayé de faire, par exemple le Lille Comics Festival, ce qu'ils font, je pense pas qu'ils le fassent encore comme maintenant que je le fais beaucoup en tant que dessinateur et puis en tant que public. Ce qu'ils faisaient, c'est que t'achetais, l'entrée est payante du festival, j'avais oublié de le dire, l'entrée est payante, et avec ton entrée, t'as un espèce de ticket qui te permet d'avoir un dessin d'un auteur que t'aimes bien, et bien sûr, les auteurs sont briefés juste avant pour dire, si quelqu'un vient avec un ticket, tu peux lui faire un petit truc, quoi. Et généralement, la plupart des auteurs le font, en vrai, hein, personne ne rechigne à ça. Mais il y a certains auteurs, quand tu vois qu'ils ont passé leur journée à faire du dessin gratuit, ils sont là, c'est cool les gars, mais maintenant, voilà quoi. Surtout que des fois, certains, là c'est pas cool de la part du public, mais il y en a certains, ils viennent, ils demandent un dessin, et puis alors l'auteur la plupart du temps il a son stand avec des prints, enfin vraiment, il y en a vraiment pour tous les prix, quoi. Il y a des trucs à 5, 10 euros, donc on va le dire crûment, tu peux lâcher un billet, quoi. Tu peux lâcher un billet, tu rencontres la personne que t'aimes bien, l'auteur que t'admires, tu prends un truc, quoi. Et donc voilà. Et donc voilà, et ça met encore plus de couac quand des fois certains dessins gratuits se retrouvent sur eBay. Alors ça c'est arrivé, pas que au Lille Comics, hein, d'autres machins, beaucoup d'autres festivals et tout ça, mais c'est bien sûr arrivé que la personne qui a un dessin de, j'en sais rien moi, de Humberto Ramos par exemple, c'est assez rare, je sais pas si c'est assez rare, mais j'ai l'impression, ils se disent oh putain le mec il est connu, il y a peut-être moyen de le revendre et tout ça. Alors quand c'est une illustration qui est payée, ils s'en foutent, parce que ils s'en foutent. Je parle pour eux, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, sur eBay, on le voit, ça se fait et tout ça. Il y a même des ventes aux enchères spécialisées là-dedans. Donc ça se fait, donc je suppose que c'est quand même admis comme truc. Et la plupart du temps, le gars il a payé, donc après, entre guillemets, il en fait ce qu'il veut, quelque part. Même s'il y a les droits d'auteur et tout ça. S'il a envie de le vendre, de machin, je suppose qu'il en fait ce qu'il veut. Attention, je dis ça avec des pincettes parce que je connais pas le milieu par cœur non plus, hein, je sais pas, voilà. De ce que j'ai vu, en tout cas, ça a l'air de se passer comme ça. Mais quand la personne a un dessin gratuit, que l'auteur, qui est pas du tout habitué à cet esprit de dédicace gratuite, de dessin gratuit, constate que, en plus, son dessin il est sur eBay, je peux comprendre que ça la fout mal et tout ça, mais bon, ça c'est
J'allais dire c'est des différences de culture, oui et non, parce qu'en vrai, moi tous les dessins que j'ai, je les vendrai pas, parce que la plupart du temps, en plus c'est pour machin, moi c'est donc c'est soit pour Benoît ou pour Toubab, je vais pas vendre un dessin où il y a marqué mon nom, mais t'en as qui font ça, bon, chacun son truc, et du coup voilà, petite anecdote rigolote aussi, enfin rigolote, ça dépend pour qui, hein, ça dépend où on se place. Mais du coup, voilà, t'as différences de trucs comme ça. Donc maintenant, la plupart du temps, les dernières années, en fait, en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il est admis que si tu veux un dessin d'un auteur dans un festival comics, vraiment accès comics où t'as des dessinateurs auteurs comics, tu payes ton dessin, sauf la dédicace, et puis sauf, bien sûr, si t'as juste envie de causer avec lui. Mais du coup, voilà, si vous n'êtes pas du tout habitué de ce genre de milieu, ne bloquez pas dessus, quoi. C'est juste que, ça se fait comme ça de l'autre côté, de l'autre côté de la France. Donc nous on a encore ce principe de dédicace gratuite qui se perd. C'est pas que ça se perd, mais de plus en plus maintenant il y a des dédicaces payantes qui se font. J'en avais déjà parlé dans les précédents épisodes. Bref. Et donc voilà. Petite anecdote, et puis pour finir vraiment sur la branche festival, parce qu'il y avait quand même celui-là que j'avais oublié, et au-delà, alors je parle que du Lille Comics Festival parce que c'est celui que j'ai fait le plus souvent, et c'est celui avec qui j'ai le plus d'affinité, et avec qui, enfin bref, c'est un de mes festivals préférés, je m'amuse vraiment, c'est super agréable, et puis encore une fois, voilà, de dessiner. Moi j'ai eu le plaisir en plus sur une des éditions, de pouvoir dessiner à côté sur la même feuille que quelqu'un comme Howard Chaykin. Ça va quoi, moi j'ai accompli un petit rêve quand même, quand j'ai vu le dessin de Howard Chaykin, et puis juste à côté moi j'ai fait mon dessin et tout ça, c'était pour une vente aux enchères je crois, bref, du coup tu te dis oh putain ouais c'est achievement, bref. Du coup ouais, pour tout ça ça fait quand même super plaisir, mais bien sûr Festival BD Franco-Belge ça fait aussi super plaisir, je me suis retrouvé plein de fois à côté de gens que j'admire, de Cromwell, de Béatrice Tillier, de même de Laurent Libessard, Nicolas Demar, là, cite les copains et tout ça, mais bref, des gens que j'admire vraiment, dont j'admire vraiment le boulot, qui me sidèrent à chaque fois qu'ils ont un crayon dans les mains. Donc c'est quand même super plaisant pour moi, qui est encore vraiment cette partie-là de, moi je suis fan de dessin, d'illustration, et j'adore le boulot des autres, j'adore voir le boulot des autres, et j'ai un peu encore tout ce truc-là. Tu comprendras ce que tu pourras comprendre. Bon, bref. Donc voilà. Partie festival, normalement clos. C'est bon. Ça c'est fait. Et puis pour finir sur le Lille Comics Festival, pour encore le citer, la dernière édition, c'est le dernier festival que j'ai fait, moi en fait, je dis n'importe quoi, il y a eu la braderie de la BD de Lille entre deux en septembre, mais du coup le Lille Comics Festival en mars a été une vraie rupture, puisque après on a été en confinement l'année dernière, tout ça, bref. J'étais pas loin d'un auteur-dessinateur que je ne connaissais pas du tout, Sedat Özgen, si je le prononce bien. Et du coup, à un moment, c'était un peu calme, donc je suis allé voir un petit peu les auteurs, voilà, discuter un petit peu tout ça, et je suis tombé sur son travail, il était occupé, donc je l'ai pas trop dérangé, mais du coup, je regardais un peu son book, voilà, et je suis tombé sur des pages de croquis. Alors généralement il y a certains auteurs comics qui vendent ça, ce qu'on appelle des prélims, c'est vraiment des croquis, en fait, des croquis de placement de personnages, des trucs sur lesquels c'est sur une feuille, vraiment c'est sur une feuille vraiment basique, une feuille de papier d'imprimante, et généralement ils vont s'en servir avec une tablette lumineuse, ils vont venir poser et puis refaire, ça sert vraiment juste à placer le personnage, à voir un petit peu comment ils vont faire. Donc c'est très succinct, c'est très bête, pas stupide, bête, voilà, c'est un CD vraiment d'un trait vraiment simple, tout ça. Mais du coup, moi des fois c'est là que je retrouve vraiment toute l'énergie et tout le truc du dessin. On réfléchit pas à ce qu'on est en train de dessiner, on y va vraiment franco au niveau des traits, on appuie des fois comme un taré, et du coup c'est là qu'on a le vrai trait du dessinateur, je trouve. Et moi je suis vraiment fan de ça. Et j'en ai pas beaucoup, mais ce monsieur, donc c'est Sedat Özgen en Vendée, et du coup je lui en ai pris. Bref, pourquoi je te disais tout ça déjà? Oui, n'importe quoi. Parce que je suis retourné à mon stand et tout ça, et moi j'étais super content de mon achat. En plus, du coup, l'avantage c'est qu'ils vendent ça pas trop cher, parce que c'est du croquis, des fois il y a des taches d'encre, et entre deux il y a des trucs, donc c'est comme un buvard, quoi. Ils s'entraînent, ils font des petits trucs. Après bon, il
les dessins de Sedatosgen, c'est pas juste 4 traits qui se baladent, il y a des portraits, il y a des trucs comme ça, il y a des constructions de corps, d'anatomie, tout ça, pour moi, qui sont super intéressants pour un dessinateur, parce que c'est là un peu que la magie se fait, quoi. Pour moi, c'est un peu là que tout s'opère, au-delà d'avoir une belle illustration finie. Là, moi, en tant que dessinateur, forcément, c'est tout le côté construction qui m'intéresse, construction du dessin. Et du coup, je ramène ça, j'étais tout content, et j'étais assis à côté d'un autre dessinateur qui me dit ah, t'as acheté ça, il le vend ça, enfin vraiment en mode un peu Coluche, ils le vendent ça. Et du coup, j'ai fait bah ouais, il fait putain, ils vendent vraiment tout et n'importe quoi, s'ils pouvaient vendre un crayon, ils le feraient, machin. Et je fais ouais, c'est possible, après chacun voit son truc, mais pour moi c'est super intéressant, moi je suis content de l'avoir obtenu et tout ça, mais du coup, voilà, autre petite anecdote un peu rigolote où voilà, je me suis dit, ouais, je peux comprendre que vendre, j'allais dire 4 traits qui se baladent, c'est pas du tout 4 traits qui se baladent, mais vendre un truc sur lequel tu t'appliques pas, où tu y vas vraiment à l'arrache et tout ça, ça peut être bizarre. Mais en même temps, voilà, quoi, pour moi, c'est super intéressant d'avoir toute la construction. Je parle de ça aussi parce que moi du coup c'est ce que je fais maintenant la plupart du temps dans mes dessins. En fait j'efface, alors déjà de base j'effaçais rien, mais surtout du coup comme j'effaçais rien, j'attaquais souvent direct à l'encre. Et depuis pas mal, depuis un an et demi, 2 ans maintenant, je bossais avec une mine rouge, et avec une mine rouge, du coup, je faisais mon croquis, tout ça, et je repassais à l'aquarelle par-dessus, et du coup, la mine rouge, elle s'estompe, et on la voit pratiquement plus. Et maintenant, j'ai un nouveau, depuis quelques années maintenant, j'ai un espèce de critérium en section rectangulaire, je t'en avais déjà parlé, enfin bref, si tu regardes mes autres vidéos, je le présente à chaque fois. Et ça fait limite un peu crayon de charpentier, mais en plus fin, et je suis vraiment fan de ce crayon. Et du coup maintenant je le gomme pas le croquis en fait, donc j'ai un crayon mine grise, donc il se voit beaucoup plus que la mine rouge ou la mine bleue quand on repasse, mais du coup j'essaye vraiment de le garder, et moi aussi ça m'apprend un petit peu à accepter mon trait. Moi je suis si t'as déjà vu un peu ce que je faisais niveau vidéo et tout ça, moi je suis un peu dans cette optique là, c'est on gomme rien et on accepte son trait. C'est pas grave s'il y a un trait qui est un petit peu bancal, c'est pas grave s'il y a des traits qui se baladent, ce qu'on pourrait penser comme des erreurs, bah faut le garder. Moi je trouve ça super intéressant, ça participe vraiment à la construction et surtout à la profondeur du dessin. Je me suis retrouvé les premières années à gommer toute cette construction là, et à me dire putain merde, il manque quelque chose, quoi, et enfin moi personnellement je trouvais ça dommage, j'avais l'impression qu'il manquait toute une étape du dessin qui participait vraiment au rendu final, quoi. Et du coup maintenant la plupart du temps je le laisse, et même en commande, en commission et tout ça, et il y a une personne sur 2 ans, 2 ans de commande et tout ça, il y a une personne qui m'a dit ah vous pouvez pas estomper un petit peu le crayon et tout ça, donc il me l'a demandé, donc je l'ai fait, mais sinon la plupart du temps j'ai même des gens qui me disent ah c'est canon de laisser le crayon, ça donne vraiment un autre rendu, ça apporte vraiment de la matière, quoi, ça apporte vraiment de la profondeur en dessin. Donc voilà, moi je suis vraiment fan de tout ça. J'étais en train de me demander dans ma tête pourquoi je te disais tout ça encore une fois, et parce que moi je suis vraiment fan de tout ça, de toute la construction. C'est pour ça que la plupart des dessinateurs que j'aime bien sont des dessinateurs pas trop propres dans leur façon de dessiner. Par exemple en artiste comics, Alex Maliv ou Bill Sienkiewicz, c'est vraiment des gens qui sont hyper lâchés dans leur façon de bosser, et moi je trouve ça vraiment canon, quoi. C'est pas juste du dessin, quoi. Il y a vraiment tout un truc qui en ressort. Tu peux limite regarder chaque trait indépendamment l'un de l'autre et y voir quelque chose. Alors c'est un peu bizarre, hein. Mais moi j'ai vraiment ce sentiment là. Ce truc, et donc voilà, donc tout ça pour dire, voilà, tout ça, Sedatosgen, super rencontre que je suis maintenant sur Instagram, avec qui on parle de temps en temps, et qui est super sympa, super agréable, et bourré de talent. Et puis un autre truc dont je voulais te parler, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je suis plus très sûr, bon j'espère que je vais pas radoter comme un vieux. Bref, c'était voilà, toujours dans cette idée de trait et tout ça, parce que ça me revient du coup. Ce truc j'allais dire d'avoir un style de dessin, c'est un peu ça, d'avoir un style, une façon de travailler l'image et tout ça, et de conserver ce style jusqu'au bout. Je m'explique. En BD franco-belge, ça se voit vraiment. Même dans d'autres BD d'ailleurs, mais bref, quand il y a des styles qu'on reconnaît, du Loisel, on dit bah c'est du Loisel, pas d'auteur en tête là, qui me vient. Du Rosinski, c'est du Rosinski. Même si, alors en plus je t'ai pas donné des bons exemples, parce que du coup Loisel t'as vraiment une évolution,
comme Bilal, un peu. Bilal, tout son travail à partir de Trilogie Nicopole et tout ça, si je dis pas de bêtises, est un peu pareil, quoi. Il fonctionne un peu de la même manière, il refait tout le temps les mêmes visages, et je suis à la fois, attention, je suis à la fois hyper impressionné et hyper angoissé par ce genre de truc, parce que je me dis que tu t'enfermes dans un truc. Alors peut-être c'est parce que moi je fonctionne pas comme ça du coup, mais je me dis l'auteur, le dessinateur s'enferme en fait dans un style et il va le tenir comme ça pendant des années, et il va pas. Il y a quasiment sur les albums de Bilal par exemple, pour rester sur lui, il y a quasiment pas d'évolution graphique et c'est canon. Hein, moi j'aime beaucoup le style, je suis assez fan et tout ça. Mais je me dis, en tant que dessinateur, du coup, je me dis, putain, le mec, il reste bloqué sur son truc pendant pas mal d'années. Et je me dis, moi, j'ai déjà du mal à j'ai déjà du mal à tenir. Voilà, sur un bouquin, un style et tout ça. Là, par exemple, parce que j'ai la vidéo de Disem Boobs, Butts, bref, qui défile en même temps. Et du coup, je me dis, putain, j'ai tenu ça quand même 3 mois. Pour moi, c'est un record. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, hein, j'ai pris énormément de plaisir à dessiner de cette manière-là, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, bon, bah c'est bon, maintenant j'ai compris, oui, du Broudnois, oui, ce pinceau-là, oui, machin, bah, j'ai envie de faire un peu autre chose, quoi, quand même. Et j'ai 3 mois, 3 putains de mois. Alors je me dis, ceux qui tiennent ça sur autant d'années, qui en plus sont des contraintes d'éditeurs, où on leur dit justement, non, faut que peut-être le mec à un moment il a envie de changer, et puis on lui dit, non, tu restes là-dessus, parce qu'on va perdre le lecteur, il va pas comprendre. Ce qui est un peu dommage, moi, enfin... On a cette tendance-là quand même en France à prendre les gens un peu pour des moutons, pour des bêtes, et puis à dire ah si on change un truc, ça y est, on va les perdre et ça va plus marcher. Ce qui est complètement idiot. Bref, je vais y arriver et du coup, parce que j'ai envie de dire un truc avant. Bref, je vais le dire du coup, parce que du coup ça me fait penser aux comics où justement moi ma porte d'entrée dans le monde du comics ça a été surtout ça quand j'ai commencé à lire par exemple Jim Lee, le Hush de Jim Lee, pour ceux qui voient un petit peu le truc, il y a toute une partie qui est en crayonné. Et ça m'a choqué en effet en tant que lecteur, je me suis dit ah putain ouais bizarre, et en même temps je me dis ah mais c'est canon, parce qu'en plus c'est fait dans le principe d'un souvenir, donc tu changes un peu, c'est pas juste, le mec c'est pas juste dire un balai que je vais faire du crayonné et puis c'est tout. Non, il y avait une vraie réflexion derrière, mais t'as plein d'autres trucs comme ça, en plus du comics indépendant aussi, où t'as des choses qui sont plus crayonnées, qui sont laissées telles quelles. Je parlais de Sienkiewicz, ça a énormément de cases qui sont laissées en crayonné, d'autres qui sont beaucoup plus travaillées. Kent Williams fonctionne comme ça aussi, bref. Arrêtez le name dropping et du coup voilà moi ça m'a vraiment débloqué quelque chose au niveau de mon cerveau et de ma façon de dessiner, et où moi je me disais putain j'y arriverai jamais parce que je sais pas tenir, j'arrive pas à tenir un truc plus de 2-3 mois en me forçant, mais j'ai pas envie de me forcer quoi, c'est un truc où t'es censé être créatif, alors même si la contrainte est intéressante, bref je me repère et donc voilà, et donc je me suis dit, quand j'ai découvert les comics et tout ça, je me suis dit, ah putain, d'accord, on peut faire ça, c'est possible de faire ça, c'est possible de complètement se lâcher, c'est possible d'avoir... Alors après, il y a d'autres auteurs qui tiennent leur truc, je parle de Jim Lee, il a quand même tenu son style pendant plus de 10 ans, quoi. Mais après, bon, c'est encore différent, parce que dans le monde du comics, t'as un penciler, bref, un mec qui fait des croquis, un mec qui fait le cadrage, les croquis, un mec qui fait l'ancrage, mais bon, dans le cas de Jim Lee, ils sont toujours ensemble les deux, je me rappelle plus du nom de l'encreur, mais bref. Je pars complètement dans autre chose. Et donc bon, on revient en arrière pour revenir à Bilal et tout ça. À chaque fois je me dis ça, et je suis retombé sur des vieilles BD de lui, les Chroniques oubliées, je crois que si je dis pas de bêtises, et peut-être je dis que des conneries depuis le début, ce qui est fort possible. Et du coup il avait un style complètement différent, qui était vachement intéressant aussi, alors c'était pas dans l'idée de le tenir celui-là jusqu'au bout, l'évolution est intéressante, mais je me dis à chaque fois c'est marrant, il y avait vraiment une période avant, une période après, et à chaque fois dans ma tête je me dis j'espère que c'est pas sur une contrainte d'éditeur qui s'est bloqué dessus, lui ou d'autres dessinateurs, hein. Je me dis à chaque fois ça, je me dis ah putain j'espère, moi c'est ce qui me fait peur dans l'idée aussi de bosser avec un éditeur, ce qui arrivera certainement pas, hein, je pense, à moins que voilà. Mais là en tout cas c'est pas parti pour, c'est vraiment de me retrouver dans ce truc là où l'éditeur m'a dit bah non t'as commencé un truc comme ça, bah tu le finis comme ça. Moi je suis hyper content, alors je me donne des contraintes de me dire je l'ai commencé, toute la série que je fais sur Belquet, je change un peu le style graphique à chaque tome, mais je reste à peu près avec la même façon de faire les persos et tout ça pour pas que la personne soit complètement perdue, le lecteur se dise pas bah attends mais c'est qui lui en fait, donc non j'essaye de garder certains codes, ce qui est logique quand tu racontes quelque chose.
Mais après, je me dis, tu peux quand même te permettre certaines choses. Moi, je suis content de voir que chaque tome est, à mon niveau, chaque tome est différent. Chaque tome est différent, et je suis content de la recherche graphique que je fais sur chaque tome, même si en effet par exemple le tome 2 de Belquette, maintenant j'ai du mal à le regarder, mais je me dis bah ça correspond à un truc, quoi, ça correspond à une époque, à un moment où je voulais travailler de cette manière-là, et j'en suis quand même content, quoi, j'en suis quand même content, même si moi maintenant j'ai du mal à regarder en me disant ah ouais quand même certaines pages piquent un peu. Et donc voilà. Mais du coup, bref, et du coup, voilà, et à chaque fois, du coup, j'ai ce truc, je me suis, en y réfléchissant, je me suis dit, ouais, c'est à la fois, je suis à la fois impressionné, je me dis, ah putain, il est balèze le mec quand même, ça va faire 10 ans qu'il garde le même style, c'est chapeau, et en même temps, je me dis, putain, mais l'angoisse d'être bloqué là-dedans. Surtout si justement c'est une contrainte et que c'est pas une vraie volonté de l'artiste, du dessinateur. Surtout qu'en vrai, il peut se permettre ça, il peut se permettre de changer un peu de style, d'évoluer tout simplement dans son style. Enfin voilà, et puis le lecteur sera pas perdu, il faut arrêter quoi. C'est à moins que on change complètement la tête d'un personnage, mais sinon la plupart du temps on s'y retrouve. Et puis ça fait du bien quoi. Moi ça certaines, c'est pour ça que pendant un moment j'ai eu toute une période beaucoup plus comics que franco-belge, parce que le fait de voir, bah tout simplement, ça c'est encore autre chose, mais d'avoir sur Batman plein de dessinateurs différents, tu vois plein d'atmosphères différentes, d'ambiances différentes, voilà quoi, de récits différents tout simplement, parce qu'après c'est tout ça est couplé avec l'auteur, avec le scénario, tout ça, bref, c'est super intéressant de pouvoir un peu changer de style. On le fait de plus en plus maintenant en franco-belge, mais je repense à tous ces trucs où voilà quoi, autant dans le monde un peu de la BD humoristique, je me dis ça se tient, parce que ce qui est intéressant au-delà du dessin qui est canon, hein, des gens comme Franquin, tout ça, le dessin est super. Mais ce qui est marrant, c'est le gag, quoi. Ce qui est marrant, c'est la chute, c'est le storytelling, tout ça. Au-delà du dessin, c'est un tout, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi beaucoup ça. Mais par contre, voilà, dans toute la partie un peu fantasy et tout ça, où tu vois que vraiment les personnages sont dessinés de la même manière, à la mèche identique, des fois au truc, tu te dis, ah, c'est bon les gars, on n'est pas des, en tant que lecteur, on n'est pas des teubés, hein, on va savoir le reconnaître à partir du moment où tu le fais pas avec des cheveux blonds alors qu'il était brun à la base, ou t'expliques le truc, bref, on peut changer des trucs et on peut travailler un peu de manière différente, et ça peut être super intéressant, et ça peut contribuer vraiment à la construction de l'univers. Et moi j'ai constaté ça à mon niveau, hein, encore une fois très modestement, mais Belquette, j'en suis au tome 3, j'attaque le tome 4 d'une manière encore différente, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un espèce de truc avec comme un cube avec plusieurs facettes. J'ai pas juste une facette, voilà, tout le temps dessinée de la même manière, j'ai plein de facettes différentes, et du coup j'ai l'impression d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide, plus construit. Le fait d'avoir dessiné l'héroïne de plein de, tout en gardant son style, mais avec plein d'outils différents concrètement, bah, ça m'a vraiment permis d'asseoir un petit peu le personnage. Et du coup voilà, je me dis ouais, il faut vraiment pas se priver de ça. Et puis faut arrêter de penser que voilà, encore une fois, parler juste économique et se dire que parce que on va changer un style, on aura moins de lecteurs. S'il y a moins de lecteurs, bah, dans tous les cas, enfin bref, c'est une continuité entière qui va faire qu'il y aura moins de lecteurs, ce sera pas juste un trait, ce sera un changement radical, et puis on peut gagner d'autres lecteurs, enfin bref, je pars dans des trucs autre chose, et en plus on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, donc voilà, on va arrêter net. Voilà, j'espère que ça t'a plu et que j'ai pas encore baragouiné, hein, je suis parti encore dans beaucoup de choses, mais j'espère que ça t'a quand même plu de m'écouter. Toujours pareil, je dis ça encore une fois à la fin de la vidéo, ce qui est un peu dommage, mais si ça t'emmerde, bah t'appuies sur le bouton mute, hein, tu me coupes, et puis ou voilà, c'est pas grave, hein, si tu regardes pas, c'est pas, je t'en voudrais pas, écoute, c'est tout, c'est pas grave. Mais non, mais voilà, j'espère quand même que ça t'a plu, et puis encore une fois, si t'as des retours, si t'as des choses qui d'après toi seraient améliorées, des trucs comme ça, hésite pas, moi je suis ouvert à toute critique, à tout commentaire. Donc voilà, et puis on se retrouve donc prochain épisode sur plus toute la partie paysage et sur un truc justement qui m'a un peu chamboulé, dont je vais te parler. Faut toujours qu'il y ait une partie accent, sinon ça marche pas. Allez, bonne journée, bonne soirée, hein, prenez soin de vous, prends soin de toi, à plus.